Bienvenue à cette masterclass sur la santé mentale. Merci de venir aussitôt. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc on va pas trop traîner, on va commencer. Peut-être que je me présente d'abord rapidement. Clément Damas, je suis... Vous m'entendez pas? En fait, il vous faut des écouteurs. Il vous faut des écouteurs et scanner ce QR code là. Donc, comme je disais, Clément Damas, je fais partie de la direction développement durable, ESG, RSE de BPI France. Et j'ai la chance et l'honneur d'animer cette masterclass sur la santé mentale au travail et comme enjeu de performance durable. Peut-être pour introduire, je pense que c'est important de recontextualiser et de donner quelques chiffres. Bien sûr, la santé mentale a été désignée comme grande cause nationale en 2025. Elle succède à l'activité physique et sportive qui avait été impulsée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est un choix qui répond à un enjeu majeur de santé publique, alors qu'un Français sur quatre sera confronté à un trouble mental au cours de sa vie. Petite définition. Selon l'OMS, la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Donc, quelques chiffres clés. C'est que déjà, oui, un quart des Français souffrira d'un trouble mental à un moment dans sa vie. 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, dont 36% de femmes et 38% des 18-24 ans. 70% des Français cautionnent un stéréotype concernant les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Et enfin, un quart des salariés se disent en mauvaise santé mentale. Donc aujourd'hui, même si on note et on constate une dynamique de déstigmatisation du sujet depuis la crise Covid. On a vu aussi pas mal le développement et l'essor des stratégies QVCT, qualité de vie et conditions de travail, ou même des initiatives RSE au sein des entreprises sur la question. On a par exemple la mise à disposition de... vous m'entendez pas? Est-ce que vous avez bien scanné le QR code? Là, c'est bon, c'est revenu. Merci. Et donc, comme je disais, en 2022, la santé mentale était la cause de près de 30% sur l'ensemble des arrêts de travail de longue durée, rien qu'en France. Et ce chiffre a été multiplié par 2 depuis 2016. Donc aujourd'hui, on voit bien que les entreprises ne peuvent plus ignorer que le bien-être mental est une composante essentielle de la performance d'une entreprise. On peut même parler de performance durable. Et afin de discuter un petit peu de ce sujet, de cette observation, on a invité Louis-Augustin Calonne, qui est à la fois PDG d'une PME et à la fois psychologue. On s'est dit, profil parfait pour nous partager son expérience. Donc on va échanger. On va échanger pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis bien sûr on prendra les questions du public. Le public qui est venu en présentiel, mais aussi le public qui suit en ligne. Donc à travers de cet échange, on va essayer d'identifier les causes principales de ce qu'on peut appeler cette crise, mais aussi des pistes de réflexion pour y répondre. Donc pour commencer, Louis-Augustin, je te laisse te présenter peut-être. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Super. Je suis content d'être là, ravi de passer un peu de temps avec vous. Je m'appelle Louis-Augustin et en effet j'ai une double activité. Je dirige une entreprise familiale avec un de mes frères. On fait du négoce international, ça s'appelle LPC. On envoie des conteneurs de matières premières en Afrique notamment. Et par ailleurs, en effet, j'ai une trentaine de patients par semaine. Patients qui sont dans un large panel de besoins. Il y a des patients qui vont bien, parce que je crois que le meilleur moment pour voir un psy, c'est quand ça va bien. Il y a des patients qui vont moins bien, et dans ce cadre-là, ça m'arrive aussi d'intervenir, de faire du soutien psychologique en école de commerce, et puis parfois en entreprise aussi. Et donc voilà, j'ai un peu cette double casquette, double activité. Merci Clément. Merci Louis-Augustin. Et je réinsiste sur quelque chose que tu as dit qui
et dans lequel je m'inscris complètement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, il y a pas de meilleur moment ou pas pour être accompagné par un ou une psychologue. C'est en effet de consulter même quand on va bien, surtout quand on va bien. Vraiment, l'idée, c'est d'être la meilleure version de soi-même, je pense. Mais, On est d'accord. deuxième question pour toi, dans ton parcours, quel a été justement le déclic qui t'a poussé à t'engager sur ces sujets-là et à t'intéresser à la santé mentale des personnes, mais aussi bien sûr des salariés? C'est une bonne question. Alors moi j'ai commencé par une école de commerce pendant laquelle, notamment en venant à Big à l'époque, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens particuliers. Et puis après, je crois que la vie c'est un peu une succession de ruptures. Et alors que j'ai toujours été passionné par la psychologie, notamment à travers le langage corporel, eh bien il y a 2 ans j'ai moi-même vécu une rupture. Et dans ce cadre-là, je me suis dit tiens, alors que j'ai des compétences, des outils, etc., qui me permettent de faire de la thérapie, pourquoi pas faire ça plus à plein temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une patientèle un peu classique. Et puis parce que j'aime bien l'entreprise, parce que je trouve qu'à l'époque, même si ça change encore un peu et tant mieux, à l'époque, la psychologie n'était pas assez présente dans le monde professionnel. Et bien depuis, ça s'est développé au fur et à mesure des opportunités, des rencontres. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir en école de commerce, dans le cadre de formation inter ou intra-entreprise. Et puis aujourd'hui ici. Alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, à ton avis, quelles sont les causes et les conséquences pour une entreprise d'une santé mentale des salariés qui se dégrade? Et quels sont, à ton avis, les signaux à observer justement auprès des salariés pour pouvoir justement prévenir de ces potentiels risques? C'est une question complexe parce que souvent on aime bien dire qu'il y a une espèce de distinction entre le pro et le perso. Moi je crois que c'est pas trop le cas. Je pense que si on est bien potentiellement dans son travail, on est souvent bien aussi chez soi et vice-versa. Il y a une récursivité entre les deux. Donc je pense qu'il y a plein de choses à observer auxquelles il faut essayer de faire attention. Cela dit, je crois que tout ça c'est une question de communication. À partir du moment où les collaborateurs, les collègues savent qu'ils peuvent en toute transparence, en toute bienveillance, etc., venir communiquer avec vous sur des enjeux, des problématiques qu'ils peuvent ressentir. À partir du moment où vous laissez l'espace avec eux pour pouvoir échanger potentiellement de manière confidentielle sur des sujets, des enjeux, etc., qu'ils peuvent avoir, je pense que c'est une bonne façon de créer le terreau pour que d'eux-mêmes, parce qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, et pour que d'eux-mêmes ils puissent extérioriser, exprimer certaines problématiques qu'ils peuvent avoir. Après, bon, il y a des signaux qui sont parfois un peu plus marquants. Les arrêts de travail, forcément, c'est un point auquel il faut essayer de faire attention, même si parfois on ne sait pas toujours trop ce qui se passe. Et c'est normal que les collaborateurs puissent garder leur vie privée également. Mais je dirais qu'à partir du moment où l'entreprise, et chez nous c'est plutôt familial, donc c'est assez facile, mais je crois qu'on peut faire ça un peu partout. À partir du moment où l'entreprise elle-même, les dirigeants, les collaborateurs prennent le temps d'extérioriser ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Moi, ils savent que par ailleurs, je suis psy avec pas mal de patients par semaine, donc probablement que ça facilite aussi un peu les choses. Mais je dirais que le point clé, c'est probablement la communication. Pouvoir créer l'espace pour pouvoir échanger avec les collaborateurs. Et après, la productivité, je pense que ça veut tout et rien dire, parce que ça dépend comment elle est mesurée, ça dépend, c'est parfois plus facile pour certains collaborateurs que pour d'autres. Mais la productivité, les retards potentiellement, c'est moins le sujet aujourd'hui, je crois, mais d'un point de vue parfois bienveillance au niveau du corps, il y a parfois des choses qui sont visibles. Et surtout, l'idée, c'est de surtout pas stigmatiser, au contraire, à partir du moment où on a l'impression que peut-être il y a des signes un peu de rupture, voir dans quelle mesure on peut essayer de faciliter le dialogue avec le collaborateur ou les collaborateurs pour mettre en place, s'il y a besoin, si possible, des adaptabilités. Ça, c'était sur la partie plutôt cause, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Je continue? Ouais. Oui, bien sûr. Cela dit, en plus, je pense que, moi, ce que je constate par ailleurs, c'est que il y a certaines grosses catégories notamment liées à l'âge. J'ai l'impression que les jeunes qui ont connu les attentats dans un premier temps, puis le Covid, puis une situation géopolitique globale un peu atypique, pour pas dire difficile, pour pas dire dramatique. La façon qu'ils ont d'exprimer tout ça me semble parfois plus simple, parfois plus complexe que les générations un peu d'avant, où parfois ils cloisonnent un peu plus, mais ils s'autorisent aussi un peu à faire ça en dehors. Donc ça, c'est un sujet assez complexe qui, je crois, est de plus en plus adressé par les entreprises, et tant mieux. Et je crois que Big en est le bon exemple aussi. Et je crois que l'idée, c'est de continuer comme ça. Ouais.
C'est intéressant ce que tu dis. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un aspect générationnel sur cette question-là où je pense que les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, en effet, hésitent vachement moins, et c'est une très bonne chose, à parler justement de leur santé mentale. Alors là, on va parler bien sûr de valeurs personnelles et des valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de constater qu'en effet, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail affirment beaucoup plus ces demandes. Pour revenir sur une stat que j'ai donnée au début, à savoir que 30% des arrêts maladie sont posés pour troubles de santé mentale. C'est vrai que les causes qui sont souvent évoquées, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu les mots que je pense que l'on retrouve souvent dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, hein. L'addiction au travail, la charge de travail qui peut parfois être excessive. Il y a aussi parfois de la part des salariés un sentiment de manque de reconnaissance, donc absence de valorisation, feedback insuffisant des équipes. Parfois on peut aussi évoquer un management inadapté ou encore une perte de sens. Et c'est là où je te rejoins justement quand tu parles des jeunes générations, c'est ce désalignement entre les valeurs personnelles et celles de l'entreprise. Et je trouve qu'aujourd'hui, les valeurs personnelles sont beaucoup mieux prises en considération et exprimées par les salariés. En termes de conséquences, je me permets de reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit, hein. Mais c'est vrai qu'en termes de conséquences que l'on peut observer au sein d'une entreprise, lorsqu'il y a pas mal de signaux en matière de troubles de santé mentale, c'est une baisse de la productivité, un désengagement du salarié, des erreurs, de la lenteur. Enfin, je pense que c'est des choses que nous-mêmes, on a tous connues un moment dans nos carrières. Autre conséquence aussi, c'est bien sûr, on a évoqué l'absentéisme, les arrêts, un turnover important. Ça, c'est un indicateur qui est suivi de près, de manière générale, au sein des entreprises par les directions RH. C'est en effet le même bout en tant que salarié ou même si vous êtes en recherche de travail. Je pense que c'est un bon indicateur. Le turnover de l'entreprise, en général, plus il est élevé, et plus on peut se demander s'il y a un sujet autour du climat au sein de l'entreprise. Autre conséquence qui est pour le coup aussi propre à l'entreprise, c'est une réputation qui peut être affectée. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à suivre le groupe Balance ta Startup sur Instagram, qui fait justement état de pas mal de témoignages sur les conditions de travail de salariés dans certaines entreprises. Et on a des témoignages qui sont assez édifiants, malheureusement. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, si tu veux bien. Bien sûr. J'étais la semaine dernière avec des collaborateurs de chez Capgemini et on discutait notamment du multitasking, du cliché que parfois il y a entre les hommes et les femmes qui sont capables ou pas capables de faire plusieurs choses en même temps, et de l'impact plus ou moins positif que ça donne l'impression d'avoir quand on fait du multitasking, etc. Alors tout ça c'est erroné, tout ça c'est du bullshit. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, en plus du fait que faire plusieurs choses en même temps, c'est pas bon pour son cerveau. Et c'est un signe, c'est vrai que parfois on se sent une espèce d'obligation de répondre au téléphone, aux mails, etc. de manière hyper réactive et tout. On voit assez bien maintenant que c'est assez mauvais. Et en effet, à partir du moment où on a répondu aux mails dans les 5 minutes, on a l'impression que la personne en face va se dire tiens, elle est accrue, elle est disponible, elle est efficace, elle est ceci et cela, alors que c'est probablement un bon critère qu'on ne prend pas assez en considération, je crois, d'une mauvaise santé mentale, je ne sais pas, mais en tout cas, probablement un bon indicateur du fait que ça va malheureusement finir par se dégrader à un moment ou à un autre. C'est hyper important pour notre cerveau. On a un réservoir de concentration quotidien de 3-4 heures, ce qui est rien si on s'en sert mal et beaucoup si on s'en sert très bien. On n'apprend pas trop à bien s'en servir d'ailleurs. Mais dans ce cadre-là, plus on fait deux choses en même temps et plus on puise dedans. Et plus au contraire on respecte, on cloisonne, on s'organise avec des moments importants pour notre vie perso aussi. Et mieux c'est. Je pense qu'il faut faire plus de qualité et moins de quantité. Merci, je suis assez d'accord. D'ailleurs, tu as évoqué un petit peu la thématique, en effet, du genre. Je suis d'accord, hein, et bien évidemment, il n'y a pas de différence en termes de compétences, capacités. Toutefois, je pense que c'est important quand même de noter la charge mentale qui est quand même
plus importante pour les femmes. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le premier baromètre sur la charge des femmes salariées en entreprise qui a été publié par l'IFOP un peu plus tôt dans l'année et qui montre en effet qu'il y a une vraie différence en termes de charge mentale entre les hommes et les femmes et ça impacte forcément du coup les conditions de travail au sein d'une entreprise. Je pense que c'est important de l'évoquer. Maintenant, autre question pour toi, Louis-Augustin. Comment est-ce que, à ton avis, la perception de la santé mentale a évolué au sein de l'entreprise ces dernières années? Alors, je dois avouer que je suis peut-être un peu biaisé parce que moi, je trouve que ça avance bien et plutôt dans le bon sens. C'est pas parfait, mais je trouve que ça avance bien dans le bon sens. Il y a plein d'exemples à l'heure actuelle. C'est quoi? C'est Nicolas Demeuran, je crois, qui a écrit un bouquin, etc. Enfin, il y a plein d'exemples de gens plus ou moins connus. Je crois que il y a deux grandes chaînes hertziennes qui, dans les derniers mois, ont fait, à la suite des JO notamment, et puis ensuite avec des gens un peu moins connus, qui ont parlé de leurs enjeux de santé mentale, etc. Voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça se démocratise pas mal, que ça s'extériorise, que la parole se libère. Et j'ai envie de dire tant mieux. Alors moi, je me sens peut-être un peu biaisé parce que les gens savent en général, le côté thérapie, le côté entreprise, etc. En plus du fait que c'est souvent quand j'interviens, je suis ravi de dire que le meilleur moment pour voir un psy, c'est quand ça va bien. Et que du coup, j'essaie de m'appliquer ce que moi-même je recommande et que moi-même je vois ma psy très régulièrement, presque toutes les semaines. Parce que ça permet d'anticiper, ça permet de clarifier, ça permet de s'assurer que justement, dans un cadre thérapeutique aussi, mais pas que dans un cadre professionnel et personnel, on soit le plus équilibré possible, qu'on soit le plus alerte sur des signaux potentiels de pathologie ou d'enjeux de santé mentale qu'on pourrait avoir. Donc je crois que c'est un beau cadeau à se faire et j'ai l'impression que c'est un cadeau qui est de plus en plus visible, disponible et qu'on voit plus facilement et j'ai envie de dire tant mieux. Après, bon, puis je suis assez optimiste, donc j'ai l'impression que peut-être ça joue aussi un peu, probablement pas parfait partout, mais j'ai l'impression que ça va quand même dans le bon sens et quand je vois qu'en effet les écoles de commerce notamment, parfois l'enseignement supérieur de manière globale, de plus en plus les entreprises. Je ne sais plus si je le disais, mais en effet, je travaille pas mal avec le Village Baïséa, où je suis référent justement sur la santé mentale à l'incubateur rue La Boétie du Crédit Agricole. Là. Et puis même de plus en plus, il y a de plus en plus de startups qui mettent à disposition de manière confidentielle des psys pour les entreprises. Donc j'ai l'impression que ça avance, même si c'est probablement pas parfait, même s'il y a encore des choses à faire. Merci. C'est vrai que je pense qu'on a pu assister à une déstigmatisation générale autour de ces sujets de santé mentale, notamment depuis la crise Covid. C'était déjà 5 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier. Il y a, je pense aussi à un autre phénomène, c'est la force des réseaux sociaux sur lesquels on fait de plus en plus état, je pense, de ces sujets-là. Bon, on part. Si je mets un petit peu de côté le sujet de santé mentale, je pense que c'est aussi important de noter que ces dernières années sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, on parle beaucoup plus de l'inclusion par exemple des personnes neuroatypiques au sein de l'entreprise. Et on se rend compte à quel point ces personnes peuvent représenter une force dans une entreprise lorsqu'ils sont bien identifiés et qu'on les met dans les bonnes conditions de travail. Et je pense que ça s'intègre dans une évolution un peu plus globale au sein de l'entreprise, d'inclusion et d'intérêt sur les sujets de santé mentale et autres. Une petite statistique aussi, parce que tout à l'heure on parlait un peu des évolutions, mais aussi des différences générationnelles. On voit que 56% des moins de 35 ans considèrent le bien-être mental, priorisent le bien-être mental avant la progression de la carrière. On note du coup un vrai changement de mentalité à ce niveau-là. Moi, à titre personnel, alors c'est vraiment une observation personnelle, j'en fais pas une règle générale, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe au quotidien dans mes interactions avec les jeunes professionnels. Comme je disais, en effet, la crise du Covid a permis de mettre en avant le sujet et c'est à partir justement de ce moment qu'on a pu voir émerger certaines initiatives au sein des entreprises pour adresser ces sujets-là. Donc déjà, le remboursement, même partiel, des consultations.
Il y a eu bien sûr, je crois que c'est L'Oréal et Decathlon qui ont mis en place des formations managériales et des cellules d'écoute psychologique. C'est aussi L'Oréal, je crois, qui avait mis en place un budget dédié à la santé mentale, en consacrant, je crois, 1,5% de la masse salariale à ce sujet-là. Et si je prends l'exemple de BPI France, nous, par exemple, on a un partenaire qui est Moodwork et qui a mis en place des dispositifs, des applications qui permettent aux salariés de consulter des fiches pratiques ou de faire des espèces de micro-diagnostics en quelques minutes. Mais encore une fois, j'insiste sur l'importance de la prévention. Et comme tu dis, il faut être accompagné même quand ça va bien. Je suis d'accord. Pour compléter un peu ce que tu dis, du coup, dans le cadre d'ALPC, ça m'arrive d'échanger pas mal avec des fournisseurs et des clients un peu partout dans le monde. Et il y a des pays comme, où moi, ça m'a surpris a priori, l'Afrique, qui est un grand continent plus qu'un pays, mais j'ai en tête certaines situations où en allant voir les clients de temps en temps, en échangeant avec eux, et en finissant par parler justement aussi un peu de ma double activité de psy, je sentais a priori une espèce de forme de réticence, parce qu'un peu lié à la psychiatrie, à la folie, à tout un tas de maladies mentales. Et puis finalement, quand on creuse un peu le sujet, de la curiosité, de l'intérêt. Alors, encore une fois, c'est des échantillons qui sont assez atypiques, parce que très occidentalisés aussi un peu, tout ça. Souvent, c'est des gens qui voyagent un peu, tout ça. Mais malgré tout, je trouve que les choses avancent dans le bon sens. Et je pense que tous autant qu'on est, on a un rôle à jouer au sein des différentes structures. Alors, on a un peu évoqué, c'est vrai, les salariés des entreprises, leur santé mentale. Mais qu'en est-il des dirigeantes et des dirigeants? Comment est-ce qu'eux, ils peuvent se préserver? Comment ils peuvent préserver leur santé mentale et bien sûr la santé mentale de leurs salariés, à ton avis? Eh bien, je dirais de la même manière que les collaborateurs, que les employés. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, là, avec la CCI d'Ille-et-Vilaine, là où j'habite une bonne partie qui est la plus belle région de France, bien évidemment, là où j'habite une bonne partie de l'année, on est en train justement aussi de travailler un peu à la santé mentale des dirigeants. Aussi parce que les dirigeants, ils se mettent souvent en voulant bien faire une pression, aussi parce qu'il y a de la pression malgré tout. Hein. Et c'est pas aussi parce que ça leur fait plaisir, mais les dirigeants, c'est des personnes comme toi et moi, comme vous et moi, etc. Et donc c'est important de prendre soin de... Parce que la charge mentale, c'est facile à dire, mais ça se libère, ça se vide. Alors on ne l'apprend pas trop, on ne sait pas trop comment faire, et puis encore une fois, on fait du mieux qu'on peut, mais il y a plein de choses à faire pour essayer d'avoir une charge mentale qui soit la plus acceptable possible. La thérapie, je crois que c'est une bonne façon de faire. Le sport notamment aussi. Je ne sais pas si le fait de venir à Big, c'est un bon exemple pour prendre soin de sa santé mentale aussi, mais peut-être ça fait réfléchir à différents enjeux. Et puis je crois que l'idée, c'est aussi de pouvoir s'écouter autant que possible. D'ailleurs, sur cette... pour abonder ce que tu viens de dire, je vais me permettre de donner un peu quelques chiffres. Selon l'IFOP, en 2025, un dirigeant sur 3 se dit en mauvaise santé mentale et 82% déclarent souffrir de troubles physiques ou psychologiques. De manière générale, les causes, c'est bien sûr une surcharge de travail et des responsabilités multiples. Ce n'est pas à toi que l'on va l'apprendre. Un isolement décisionnel aussi, ça peut parfois être une cause. Donc, difficulté à déléguer, à partager ses doutes. Le manque, tu parlais d'espace, et c'est vrai qu'en tant que dirigeante ou dirigeant, on a tendance à prendre peu de temps pour soi. D'ailleurs, c'est 70% des dirigeantes et des dirigeants qui déclarent renoncer à se soigner par manque de temps. Il y a aussi, est-ce que c'est propre à la France, mais un certain tabou autour du sujet de l'épuisement. Je pense qu'on est dans un environnement où on a besoin de montrer qu'on est toujours ultra performant. Je voulais juste aussi donner quelques exemples de solutions qui peuvent être mises en place selon la Harvard Business Review. De manière générale, les dirigeants doivent gérer 5 batteries énergétiques justement à gérer. Le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel, le social.
si je prends un exemple d'initiatives ou de dispositifs qui ont pu être mis en place à l'attention des dirigeants, je crois que c'est la Banque du Canada qui a mis en place un dispositif de mise à disposition justement de psychologues avec suivi pour les dirigeantes et les dirigeants d'entreprises dans lesquelles la Banque du Canada investit. Et je me rappelle, j'avais pu échanger avec la Banque du Canada sur ce dispositif et apparemment les résultats étaient plutôt encourageants. Toi, quelle est ta vision justement sur ce type d'initiative que les banques peuvent mettre en place? Et j'ai une autre question pour toi. Dis-moi. Il est déjà 40. C'est toi, en tant que dirigeant, du coup, comment est-ce que tu appréhendes ces sujets auprès de tes propres salariés? Alors, je pense que tout ça, c'est des bonnes initiatives. Le fait de mettre à disposition des psys, par exemple. J'étais en train de penser au fait que moi, par exemple, j'adore faire la sieste. Y compris la semaine et tout ça. Je trouve que la sieste est un peu sous-évaluée. Ça change aussi, mais ça reste, je pense, une bonne façon de faire. Mon chef est là, je lui soumettrai l'idée. Vive les siestes. On fait la sieste cet après-midi. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Ça dit, il faut pas que ce soit un côté un peu washing. C'est-à-dire que si c'est juste, on met à disposition des psys, mais en même temps, on rajoute encore un peu plus de pression potentielle avec du micromanagement un peu négatif, etc. Je pense que ça va pas dans le bon sens. J'ai l'impression, j'aime à croire, en tout cas de ce que je constate, que au contraire, quand en effet il y a des dispositifs qui sont mis en place comme tu le proposes, que ça va dans le cadre d'un contexte global qui me semble aller dans le bon sens, plutôt positif, donc tant mieux. Et ta deuxième question, c'était sur, redis-moi. Sur toi, ce que tu as mis justement en place au sein de ton entreprise vis-à-vis de tes propres salariés. Ouais. Alors ce qui me vient en tête, et peut-être que j'en oublie un peu, ce qui me semble très important, c'est que notamment dans le cadre du recrutement, je crois qu'on est le plus clair possible sur le côté familial, sur ce que ça implique avec des avantages et des inconvénients. Tous les mois, au moins une fois à peu près à 1 heure, je passe du temps, ça c'est parce que j'adore faire ça aussi, mais je passe du temps confidentiel avec chacun des collaborateurs pour, selon une trame un peu structurée de 4 étapes, les amener à ce qu'on échange ensemble sur les choses qu'on pourrait améliorer. Normalement pro, alors dans mon cas particulier, et aussi parce qu'ils le veulent bien, ça arrive que parfois ce soit un peu mixé entre le pro-perso. Ça c'est important. On fait souvent des sorties ensemble. Je crois que quand malheureusement on se quitte, et parfois ça arrive, ce côté un peu familial qui présente certains inconvénients, mais est tellement présent qu'il y a un groupe WhatsApp des anciens collaborateurs et on aime se voir. Le mercredi, on fait un déjeuner avec une bonne partie de ceux qui sont présents, etc. Donc on parlait un peu en off tout à l'heure de négociation. Je pense que la clé un peu de tout ça, c'est la communication. Se sentir à l'aise, qui qu'on soit, de pouvoir extérioriser nos besoins, nos attentes, qui sont changeantes ou pas. C'est vrai que le turnover, c'est un bon indicateur d'un environnement qui n'est peut-être pas suffisamment agréable pour les gens. Cela dit, parfois, c'est aussi une question de situation, de contexte, etc., sans que ce soit forcément toujours nocif. Donc il faut faire un peu la part des choses aussi, mais je crois que ce qui fait que ça se passe le mieux possible, c'est à partir du moment où on peut échanger en confiance les uns avec les autres. Donc pour répondre à ta question concrètement, au moins une fois par mois, et si parfois il y a besoin plus, sans problème, 1 heure de one-to-one en tête-à-tête où on aborde tout un tas de sujets. On fait assez souvent des moments un peu qualitatifs tous ensemble. Lorsqu'il y a des besoins, parce que forcément qu'il y a des... je pense à Alban et Eugénie par exemple qui sont mamans. Et pour lesquelles c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, les femmes notamment, quand parfois malheureusement il y a des petits enjeux avec les enfants, avec les bambins, il faut pouvoir gérer ça, etc. Donc l'idée c'est d'être dans la compréhension, dans la disponibilité et dans la façon de pouvoir arranger, sachant que nous, on travaille avec l'Asie une bonne partie de la matinée, puis avec les États-Unis et le reste du monde une bonne partie, donc ça fait des amplitudes horaires qui parfois sont assez larges si on veut parler avec toutes les parties prenantes. Donc il faut s'organiser. Mais à partir du moment où on est bien organisé, qu'il y ait une confiance, je parle du micromanagement, je crois qu'autant que possible, il faut essayer de le limiter. Les impacts de pression négative sur les collaborateurs me semblent assez clairs. Donc je crois, c'est à eux qu'il faudra demander, mais je ne crois pas qu'il y ait trop de micromanagement. J'aimerais penser qu'il n'y en a pas du tout chez nous. Et en règle générale, peut-être que ça aide aussi. Souvent, les stagiaires de fin d'études qui arrivent, qui restent pas mal de temps en règle générale, ça permet de manière détendue pour les uns et pour les autres d'aborder l'entreprise et la façon de faire de manière progressive. Donc probablement que j'ai oublié pas mal de choses, mais je dirais qu'il y a un peu ça qui se passe. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par un stage de fin d'études, notamment chez nous, c'est avec plaisir.
Petite annonce, donc Louis-Augustin cherche stagiaire. Exactement, notamment, ouais. Donc si je résume un petit peu ce que tu as dit, donc toi tu préconises vraiment de la proximité, de l'échange avec les salariés, quelque part mettre les conditions favorables pour que les salariés justement puissent échanger avec leur patron en toute sérénité et pour se faire confiance. Ouais, pour se faire confiance. Et responsabiliser les salariés en évitant justement le micromanagement. Très clair. Alors, dernière question pour moi avant de passer aux questions du public, et ça fait justement un petit peu le lien avec ce qu'on vient de se dire. Selon toi, c'est quoi un management entre guillemets bienveillant et pro-santé mentale? J'ai envie de faire le lien avec les patients, ou les patients avec lesquels je travaille, parce qu'ils sont très larges. Le patient le plus jeune doit avoir 5 ans, le plus âgé 85. Ce qui fait que les uns et les autres, on travaille ensemble, c'est parce qu'on en a envie, et que cette envie, elle est basée sur la confiance. Donc pour moi, la confiance, que ce soit dans un cadre thérapeutique ou dans un cadre professionnel, elle est primordiale. Je dis ça parce que l'idée, c'est qu'encore une fois, dans un contexte sécurisant et donc en confiance, à partir du moment où ils se sont à l'aise de dire tiens, en effet, en ce moment, j'ai une perte de vitesse, j'ai une perte de motivation, j'ai des enjeux que j'ai envie de partager ou pas, plus ou moins personnels. J'ai l'impression que telle chose qui m'a été vendue, présentée, etc., finalement, j'ai l'impression que je m'y retrouve moins ou pas. Et le fait de pouvoir en discuter, le fait de pouvoir extérioriser, le fait de pouvoir savoir que on va essayer de trouver des solutions tous ensemble, le fait qu'on va pouvoir communiquer tous ensemble autour de ça, je pense que c'est le meilleur moyen de se dire ok, voilà notre objectif, voilà comment on y va. Après, de faire des outils un peu classiques de rétro-planning, etc., d'outils de management un peu globaux, mais qui ne soient pas du je suis sur ton dos et où en effet je ne te fais pas confiance. Donc je ne sais pas si c'est suffisamment pratique, je ne sais pas si ça donne l'impression d'être pratique, mais j'ai l'impression que le plus important c'est d'avoir la confiance des gens avec lesquels on travaille, de se faire confiance à soi-même aussi, parce que c'est pas toujours très simple. Les ruptures, les échecs, parfois ça fait partie de l'apprentissage et de la vie d'entreprise aussi. Il faut essayer de se faire confiance à soi-même pour passer outre et puis pouvoir continuer à avancer. Et je crois qu'à partir du moment où on se fait confiance, et je crois que la thérapie ça aide à ça aussi, et bien ça aide à faire confiance aux gens qui nous entourent, dans un cadre perso, mais c'est moins ce qui nous intéresse, et aussi et surtout dans un cadre pro. Est-ce que c'est assez concret pour toi ? Oui, non, je vois tout à fait. C'est en fait un management bienveillant en tant que manager. En fait, ça commence par soi-même, quoi. Okay. Et c'est pas qu'une question de... Oui, pardon, je te coupe, mais c'est pas qu'une question de bisounours. L'idée, c'est pas de dire amen et tout ça, et oui à tout. Mais en effet, à partir du moment où on a pu les uns et les autres tous se dire concrètement et dans la profondeur des choses, tiens, je suis d'accord, je suis moins d'accord pour telle et telle raison, là je comprends pas, etc. En effet, du coup, les prises de décision sont beaucoup plus claires. Et puisqu'elles sont plus claires, elles sont plus en confiance et plus bienveillantes et plus facile à mettre en pratique, je dirais. Alors, avant de passer aux questions du public, est-ce que tu as une dernière idée, un dernier mot à partager avec nous ? Je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à faire un petit test potentiellement, même si ça m'intéresserait, mais je ne sais pas si je l'ai répété suffisamment, mais en tout cas, sentez-vous libre de voir un psy. C'est pas que des gens, il y en a, mais c'est pas que des gens qui sont un peu bizarres, qui ne parlent pas, qui font que de prendre des notes, etc. Le meilleur moment pour voir un psy, c'est quand ça va bien. Aussi parce que ça permet de mieux se connaître, de s'assurer qu'on ait moins de barrières mentales, etc. Et je trouve que c'est un beau cadeau à se faire. Alors pour plein de raisons, le cerveau nous dit non, fais pas ça, ça prend du temps, ça prend de la charge mentale, ça prend des exercices, ça prend de l'investissement, de l'organisation, ça prend de l'argent. Mais à mon avis, c'est un super cadeau, y compris dans le monde de l'entreprise, un super investissement même à se faire. Merci Louis-Augustin. Avec plaisir, je pense qu'on pourrait parler des heures, mais on n'a que 45 minutes. Donc on va prendre les questions du public. Alors j'espérais pouvoir prendre les questions du chat, mais je crois que je n'y ai pas accès. Donc est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, j'arrive, je vous apporte le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez tous, donc bonjour. Bonjour. Donc moi, à titre personnel, je vais voir un psychologue. Mais en tant qu'employeur, est-ce qu'on a des aides pour faire ça ? Parce qu'on ne va pas tout financer. Non ? C'est une bonne question. Et c'est une très bonne question à laquelle est-ce que j'ai la réponse ? Parce que je dois dire que je ne m'en occupe pas trop de cette partie très pratique. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire que j'espère que oui, mais la vérité c'est que j'en sais rien. J'ai l'impression que oui, mais alors je suis pas sûr de pouvoir te répondre là tout de suite maintenant de manière très pratique.
j'ai l'impression que, des boîtes dont tu parlais tout à l'heure, Quelle était la question exactement? Parce que savoir s'il y a des aides, s'il y a des financements potentiels et si en effet quand on propose ce service aux collaborateurs, c'est à la charge d'un point de vue comptable de l'entreprise ou s'il y a des aides. J'en connais peu à ma connaissance, voire pas, hormis ce que peuvent proposer les mutuelles, malheureusement. Mais Ouais, je pense que les mutuelles ça aide dans un cadre peut-être un peu perso, peut-être pro aussi. Alors, je pense qu'il doit y avoir des solutions. Il y en a plein, mais il y a des boîtes comme Mocha.care, comme Thiel, comme Mindday, etc. qui proposent ce genre de solutions. Et peut-être que si tu regardes un peu sur leur site, tu trouveras d'autres informations. Si jamais tu as besoin, je te répondrai avec plaisir quand j'aurai plus de détails. Et là, tout de suite maintenant, je dois que tu me poses une colle. Bravo. pas très très sympa, mais bonne question. En tout cas, bravo pour cette démarche. Une autre question? Oui, j'arrive. Pardon, excusez-moi. Merci. Bonjour, je m'appelle donc Philippe, je suis dirigeant d'une entreprise de conseil. On est 80 salariés, on travaille sur ces sujets depuis longtemps. À titre perso, j'y travaille aussi depuis longtemps. Et nous, on est et je suis démuni sur le sujet en fait de la relation externe-interne. On a beaucoup travaillé sur l'interne depuis longtemps et on a des cas à gérer qui sont des cas pour nous qu'on n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que des gens qui sont en dépression, des gens qui perdent un enfant, des gens qui perdent, qui sont surchauffe complète et qui sont le refus malgré les échanges. Et je suis venu à cet atelier en me disant bon, je vais réfléchir, je vais rencontrer des pros. Alors nous, on a vachement aussi travaillé sur le management, sur l'organisation. Toutes les études qu'on fait, internes, externes, le management est jugé de très très bonne qualité. Et malgré ça, on a des arrêts importants, quelques arrêts importants. On n'a quasiment pas de turnover. Et on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Merci pour ton retour et ton partage. Je ne sais pas si c'est une question qui est jointe. Ah non, c'est une autre question, pardon. Ouais. Quand tu dis ça, on peut se tutoyer, ouais. Quand tu dis interne-externe, c'est-à-dire donc toi tu es consultant, donc vous allez chez le client, c'est ça? Ou chez vous en interne? Moi, j'ai pas de recette miracle malheureusement. Ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression que tu et vous faites du mieux que vous pouvez. Et je pense que c'est l'important. Après, il y a un contexte global qui est ce qu'il est, qui me semble perfectible si j'ai une baguette magique. Donc je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça a un impact sur l'équipe, sur l'entreprise, sur tes collaborateurs, etc. Le deuil de manière globale et la perte d'un enfant, c'est forcément dramatique. Et en effet, tu et vous ne pouvez pas y faire grand-chose à part autant que possible essayer d'être présent si le collaborateur, si l'employé en a besoin, en a envie et se sent disponible. J'ai envie de commencer par te féliciter aussi parce que pour moi c'est un sujet important. J'ai l'impression que tu me donnes d'être plutôt assez disponible et à l'écoute, etc. Ce qui, je pense, est le principal. Après, c'est un sujet tellement complexe que peut-être qu'il y a des facteurs extérieurs que je ne maîtrise pas trop. Je n'ai pas beaucoup d'infos pour savoir un peu plus. Si tu veux qu'on creuse un peu ou que je peux réfléchir avec toi avec plaisir. En tout cas, si vous êtes dispo, si en effet en termes de management, etc., il y a pas mal d'études qui sont faites qui sont plutôt positives et tout, peut-être persévérer et la qualité va finir par payer d'une certaine manière. Il faudrait regarder peut-être un peu plus pratiquement, un peu plus dans le détail, etc. Mais ouais, j'ai l'impression que peut-être ça va continuer à avancer. En tout cas, je te le souhaite. Il nous reste un peu moins de 6 minutes. A priori, ce sera peut-être plus ou moins la dernière, si c'est bon pour tout le monde. Je vais peut-être être rapide. Mais voilà, c'est en réponse un peu à votre question. Moi, j'ai constaté qu'il faut à la fois faire bouger les managers, mais aussi les collaborateurs en même temps. Et que s'il n'y a qu'un côté qui bouge, le reste ne bouge pas. Alors, moi, finalement, j'ai pu proposer en interne d'une grosse société, Total Energy, une démarche pour les managers, mais pour conduire les réunions d'équipe et les transformer complètement. Et l'idée, c'est effectivement d'être très pragmatique,
que les managers retrouvent du lien avec leurs collaborateurs, mais un vrai lien de confiance. Et donc du coup, j'ai transformé les réunions, mais complètement de manière disruptive. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'ordinateur, tout le monde est debout et chacun se met à parler en vérité. Et le manager, de la même façon que les autres, je mets 3 niveaux hiérarchiques en même temps et le manager est un simple collaborateur le temps de la réunion. Et il arrive en disant, ben voilà, depuis la dernière réunion, voilà ce que j'ai réussi, voilà mes coups de gueule, mais qui ne sont pas individuels, voilà ce qui me gêne moi. Et en fait, c'est un travail en profondeur de ce que chacun ressent et en vérité. Et ce n'est pas pour remplir un tableau Excel avec le pourcentage du projet qui avance et qui... voilà. C'est réellement... Et du coup, ça recrée un lien de confiance, l'intelligence collective. Et ça, je développe l'écoute active, c'est-à-dire que quand les gens s'expriment, c'est zéro question. Et voilà, et c'est quelque chose qui a marché, donc j'ai implémenté dans des services, départements, dans des codis, et voilà, et que j'essaye maintenant de lancer, maintenant que je suis à la retraite, de pouvoir le développer un peu plus en externe. Super, super, bravo, merci pour ce retour. Tu parlais des émotions, ce que j'entendais c'est que tu parlais des émotions d'une certaine manière. C'est vrai que parfois les émotions ont une place sous-évaluée, je dirais, voire parfois un peu négative encore dans certains contextes, dans certaines entreprises, alors que au contraire les émotions sont un indicateur. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, toutes les émotions sont positives, puisqu'elles sont là justement pour nous donner un indicateur interne de voir comment est-ce que les choses avancent. Dans un cadre un peu différent de mission diagnostique psychologique et managériale, parfois quand on voit un peu en étant extérieur un peu ce qui se passe et qu'on laisse une parole, souvent comme c'est le cas en entreprise déjà, mais en confiance, ça permet aussi de voir en étant externe certains signaux qui ont du mal à ressortir quand on est en interne. Donc il y a des choses à mettre en place, mais j'ai l'impression que l'important c'est surtout en effet l'état d'esprit un peu global de l'entreprise. Et je crois que ça, parce que moi je crois pas trop à cette porosité entre le perso et le pro, même s'il y a une confidentialité qu'il faut tenir. Mais à partir du moment où on essaie autant que possible de montrer l'exemple et d'être soi-même, etc., je pense que ça finit par avancer quand même de manière un peu globale. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Est-ce que tu veux quoi? Il reste 2 minutes 30 pour une dernière question. Il reste 2 minutes 30 pour une ou deux dernières questions si c'est rapide. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu les mots émotion, les mots équipe, manager. J'entends là du coaching professionnel. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce coaching professionnel, de cette thématique qui a tendance à se professionnaliser, à arriver de plus en plus dans les entreprises. Je vous entendais parler de psychologie. Quelle est la place que vous accordez au coaching professionnel à l'intérieur de ça? Et j'entends beaucoup de systémie. Et c'est vraiment, nous, notre cœur de métier en tant que coach pro. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir aborder le sujet avec vous. Merci. Donc la systémie, le coaching professionnel, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une complémentarité. Je pense qu'il en faut un peu pour tous les goûts d'une certaine manière. Je pense que c'est aussi pas mal une question, je crois que je me répète, mais de confiance. Il se peut que parfois avec un psy ça passe pas et avec un coach c'est des approches un peu complémentaires, un peu différentes, etc. Mais je pense qu'il y a des coachs qui font un boulot bien meilleur parfois que certains psys parce que la confiance et l'échange est pas là. Et en effet, la systémie, le contexte dans lequel tout ça se passe, me semble primordial. Donc moi je ne crois pas que ce soit le titre, le nom, le statut, le truc, le machin qui fasse la vertu ou la qualité de l'échange ou n'importe quoi. Et je pense que c'est surtout une question de partenariat et de confiance. À partir du moment où on peut l'avoir, qu'on soit coach, qu'on soit psy, qu'on soit je ne sais trop quoi, je pense que ça peut bien se faire. Je crois qu'il y a une petite dernière question, il nous reste 1 minute. Ouais. Ça marche. Oui, bonjour, ce sera très rapide. Vous avez parlé d'un entretien en 4 étapes. Pour faire avancer, c'est quoi les 4 étapes? Très bonne question, merci. Première étape, c'est il faut que ce soit le bon moment, le meilleur moment possible. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de détailler un peu. Deuxième question, le positif, il faut commencer par le positif. Troisième question, les axes d'amélioration, 2 ou 3 qui soient factuels, qui ne soient pas personnels. Et quatrième étape, la conclusion. Du coup, voilà les 4 étapes qui sont sommairement énumérés. Si tu veux qu'on en rediscute un peu ou globalement si je peux faire quoi que ce soit avec plaisir. C'est l'heure de conclure là, c'est ça? Oui. Merci.
Merci. Avec plaisir. Merci à vous de votre présence, de votre disponibilité, de votre intérêt, de ce que vous faites. Bravo pour la démarche que vous avez souvent de mettre ça au sein de vos entreprises. Et bon, je crois que vous l'avez compris, mais c'est vraiment important pour moi. Le meilleur moment pour voir un psy, c'est quand ça va bien. Merci Clément. Merci Big. On peut Merci terminer BPI. sur ça. Merci beaucoup Louis Augustin et merci à vous. Avec plaisir.